Alors, bonjour à tous. Donc, mon intervention va parler un peu plus globalement, on va dire, du métier d'enseignant d'activité équestre. Donc, peut-être qu'en préambule, je me présente juste, Carole Troy, je suis en charge de l'Observatoire Emploi, Métiers, Formation d'Equiresources. C'est en fait un observatoire qui est porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation, le Conseil régional Normandie, le pôle Hippolia et la FASEC, qui est l'association pour la formation et l'action sociale des salariés des écuries de course. C'est un observatoire qui observe et suit les évolutions et besoins en termes d'emploi, de métiers et de formation dans la filière, d'une manière générale. Et bien sûr, il a pour but de diffuser largement ses travaux aux décideurs publics et organismes socioprofessionnels pour éclairer les décisions qu'ils ont à prendre. Donc ça, c'est le contexte, on va dire, dans lequel j'interviens. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vous présente en fait ici les résultats d'une étude menée fin 2015. Et c'est une étude très spécifique dans le sens où elle concerne uniquement la région Languedoc-Roussillon et où le public visé est le public titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports dans la spécialité des activités équestres, le BPGEPS activités équestres. Les objectifs de cette étude étaient de caractériser l'insertion professionnelle de ce public-là, connaître leur situation dans l'emploi, où est-ce qu'ils étaient localisés, quels étaient leurs statuts aussi qu'ils occupaient, et bien sûr aussi d'analyser l'adéquation entre les formations qui étaient mises en place sur le territoire et les emplois occupés sur le territoire. Donc ça, c'était les deux objectifs. Alors la méthode utilisée, je me suis basée sur voilà, des sources de données, donc l'Observatoire économique et social du cheval, la MSA, en ce qui concerne les effectifs en formation par le ministère des Sports qui a fourni des éléments, et aussi la base de données Equiresources. Je fais un petit focus sur ce dispositif-là. En fait, Equiresources facilite le rapprochement entre employeurs et demandeurs d'emploi dans la filière. Donc, en 2015, pour vous donner un ordre d'idée, il y a des conseillers en fait, qui sont répartis sur tout le territoire national et qui connaissent, on va dire, sur le bout des doigts tout ce qui est formation et métier dans la filière, qui ont géré 2026 offres d'emploi, dont la moitié en fait, a été pourvue par un candidat Equiresources. Donc, c'est quand même un service gratuit qui récolte tout ce qui est demande des employeurs et profil des candidats qui arrivent sur le marché et qui enregistre ces données qui illustrent très bien la dynamique du marché du travail et sur lesquelles l'Observatoire s'appuie beaucoup. Donc, au niveau de la méthode, il y a eu des questionnaires et des entretiens qui ont été réalisés auprès des 11 organismes de formation habilités en Languedoc, d'échantillons de diplômés donc, du BPGEPS activité équestre. La cible a été atteinte à 28%. Peut-être une petite précision là-dessus, on arrive à 64 répondants. Il y avait 350 contacts, diplômés à la base à auditer. Seulement 250 en fait avaient des coordonnées actualisées et disponibles, 250 étaient joignables, et donc l'Observatoire a réussi à en toucher 64. Et ça n'a pas été faute de relances, nombreuses relances. Et enfin, il y a eu 81 structures enquêtées, structures du coup d'employeurs, d'enseignants d'activités équestres. Pour parler un petit peu du contexte, vis-à-vis de l'emploi, tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau national, le secteur de l'équitation est le plus employeur de main-d'œuvre comparé à celui des courses, de l'élevage et de l'utilisation du cheval attelé. Tout ça en ce qui concerne la production et l'utilisation du cheval. Il se trouve qu'il concentre les 2/3 des emplois exercés à titre principal, tout statut d'emploi confondu, le secteur de l'équitation, et qu'il génère à lui seul plus de la moitié des emplois salariés dans la filière. Donc c'est quand même un acteur très important en termes d'emploi. Il se trouve que les tendances 2014, en termes d'emplois salariés uniquement, sont plutôt à la baisse au niveau national depuis 2 ans, notamment dans le secteur des centres équestres, mais aussi du galop.
Alors, bon, cette tendance nationale ne se vérifie pas en Languedoc-Roussillon, c'est mon premier alinéa, puisque, pour le coup, en Languedoc-Roussillon, ces emplois salariés en établissement équestre sont en croissance. Au niveau du taux de pénétration, on va dire, des activités équestres dans la population locale, il est relativement moyen, on compte 10 licenciés pour 1000 habitants. Et on a un phénomène de très vive concurrence dans le sens où il y a des établissements équestres qui sont de plus en plus nombreux, attirés par des atouts climatiques et touristiques certains. Et selon donc l'Observatoire économique régional, il y a eu 23% d'augmentation de structure du coup en 3 ans. Ramené à un nombre de pratiquants réguliers dans les structures fédérales, on arrive à 57 licenciés par structure fédérale. Alors c'est à mettre vraiment en parallèle d'une activité touristique et saisonnière très importante quand même dans cette région-là. Par rapport au contexte vis-à-vis des formations gérées par le ministère de Jeunesse et Sport. Ici, il y a eu 2 réformes successives. Donc en 2001, le BE1 est passé BPGEPS, activité équestre. Et en 2011, donc le BES2 a été réformé pour devenir le DES-GEPS. Et en plus, il y a eu la création d'un niveau intermédiaire, le DE-GEPS, donc appelé plus couramment entraîneur ou coach. Donc ça a été, c'est le contexte, on va dire, de la réforme de ces diplômes-là. Et au niveau tendance, depuis 2012, on observe une baisse marquée des effectifs de diplômés du BPGEPS au niveau national. On a 18% d'effectifs en moins depuis 2012. Et au niveau régional, on en a 32% en moins au niveau Languedoc. Alors qu'en parallèle, on a une augmentation du nombre de formations délivrées pour ce diplôme-là. Donc au niveau national, de 2012 à 2015, la France est passée de 190 à 248 formations proposées. Au niveau régional, Languedoc-Roussillon, c'est la 4e région de France en nombre de formations diplômantes équestres proposées depuis 2010. Ça a été une région qui a tout de suite été dynamique pour proposer des actions réformées, là notamment via le diplôme du BPGEPS. Et c'est également une des 3 seules régions de France qui propose les 5 mentions du BPGEPS. Donc la mention équitation, tourisme équestre, attelage, western et équitation de travail et tradition. C'est une spécificité dans le sens où ça fait venir des stagiaires de toute la France. Et les organismes de formation sont aussi très spécialisés. Parce que les cavaleries et les compétences en formateur sont quand même bien différentes quand on fait de l'attelage, du western ou de l'équitation de travail et de tradition. Donc c'est une spécificité régionale quand même importante à prendre en compte. Et il y a 11 organismes de formation habilités, dont 9 qui délivrent la mention équitation. Alors là, je passe à la partie résultats. Donc par rapport à l'employabilité des diplômés du BPGEPS activité équestre. Sur le graphique, l'histogramme, vous avez en fait la situation professionnelle des diplômés avant, donc c'est le premier bâton, c'est avant l'obtention de leur diplôme, et le deuxième bâton, c'est après l'obtention de leur diplôme, c'est-à-dire à la date à laquelle je les ai enquêtés, été 2015. Donc on se rend compte que le taux d'insertion professionnelle est très élevé. Pour rappel, on est à 1 à 5 ans après obtention du diplôme. Là, les diplômés que j'ai eus avaient obtenu leur diplôme de 2010 à 2014. Donc ça vous donne un ordre d'idée de leur temps après diplôme. Donc du coup, un taux d'insertion professionnelle très élevé, toute activité confondue, pas seulement dans la filière équine. Et on peut quand même voir au niveau de la caractérisation des emplois occupés qu'aujourd'hui, il y a 11 diplômés sur les 59 d'audités qui travaillent hors filière équine, alors que il y en a 39 qui travaillent dans la filière équine. Et sur ces 39-là, 37 sont enseignants d'activité équestre. Ce qui fait que si on ramène sur le total de l'échantillon, on a 6 diplômés sur 10 qui travaillent en tant qu'enseignants d'activité équestre.
Un élément sur la localisation géographique, il y a 60... Alors, globalement, hein, ce n'est pas seulement les enseignants. Sur la population enquêtée, il y a 60% des répondants qui habitent en Languedoc-Roussillon aujourd'hui. Et il y en a 40% qui soit sont retournés dans leur département d'origine, soit qui ont trouvé du travail hors Languedoc-Roussillon, alors qu'ils auraient voulu rester, soit qui ont poursuivi leurs études ailleurs et donc ils sont implantés parce qu'ils ont créé un réseau dans leur nouvelle localisation géographique. Alors, sur la situation actuelle des enquêtés. Ici, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les 3/4 ont un attachement très fort à la filière, dans le sens où qu'ils travaillent ou non, ils souhaiteraient avoir une activité principale dans la filière équine. Donc EAE, c'est enseignant d'activité équestre, on en voit donc qu'il y en a 37. Il y a 2 personnes qui ne sont pas enseignants d'activité équestre, mais qui travaillent dans la filière équine. Il y a 4 demandeurs d'emploi et 1 personne en formation. Donc, je reviens sur le chiffre, ça fait 6 diplômés sur 10 qui travaillent en tant qu'enseignants d'activité équestre. Et concernant les demandeurs d'emploi et les personnes qui sont actuellement en formation, le souci, c'est qu'ils ne trouvent pas de poste à proximité de leur lieu de résidence pour travailler en tant qu'enseignant. Et la personne qui est en formation, qui a repris ses études, c'était suite à un non-renouvellement de contrat de la part de son employeur. Donc, on va dire pour sécuriser son avenir, elle a choisi de se réorienter, mais de rester dans la filière équine. Le quart restant a choisi de ne pas travailler dans la filière équine ou de ne pas rechercher d'emploi dans la filière équine. Donc on a 12 personnes qui travaillent en tant que caristes, dans la logistique, dans des centres de formation. On a un demandeur d'emploi et 2 personnes en formation qui veulent complètement se reconvertir hors filière équine. Et là, j'ai un petit peu mélangé les commentaires dans le sens où les personnes qui sont en emploi hors filière équine, c'est généralement qu'ils ont eu des opportunités de passer le CAPES ou opportunité de poursuivre des études, et donc qu'ils ont fait ce choix-là. Il y en a d'autres qui sont plutôt indécis et qui ne veulent pas travailler tout de suite. Bon, donc voilà, pour l'instant, ils sont barman ou autres. Et après, en effet, les signes de saturation du marché de l'emploi sont plutôt liés à la mauvaise conjoncture économique pour s'installer. Il y a des personnes qui ont dit que c'était, enfin voilà, par rapport à leur étude de marché, qui ont dit que c'était pas judicieux en ce moment. Et encore pas de poste disponible à proximité de leur lieu de résidence. Et enfin, une réorientation du fait des niveaux de rémunération insuffisants, de la réalité, on va dire, de la prise de conscience du métier d'enseignant sur les exigences physiques, l'absence d'évolution de carrière ou la précarité des emplois proposés. Donc ça, c'était la situation actuelle. Par rapport au statut, là, j'ai fait un focus sur les 37 enseignants d'activité équestre. Donc là, c'est bien cette cible-là que j'ai visée. Le phénomène, en fait, d'installation à son compte est assez flagrant, dans le sens où sur les 37 enseignants, il y en a 18 qui sont salariés, 12 chefs d'entreprise et 7 qui se sont mis à leur compte en tant qu'auto-entrepreneurs. Ici, c'est la situation future, c'est-à-dire qu'à toutes les personnes qui ont été enquêtées, on leur a posé la question de savoir si dans les 5 prochaines années à venir, ils souhaiteraient continuer à travailler en tant qu'enseignants, évoluer au sein de leur structure, changer de métier dans la filière ou changer de filière, se reconvertir, se réorienter. Il se trouve que la majorité, enfin 50 sur 59, souhaitent rester ou trouver un emploi dans la filière. Il y en a certains qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi dans la filière, mais qui souhaiteraient malgré tout y arriver. Donc ça, c'est encore une attache forte à la filière. Et enfin, il y en a quand même, on va dire, un quart qui souhaitent changer de métier ou changer de filière, même si aujourd'hui, ils occupent un emploi en tant qu'enseignants ou dans la filière. Ce qui nous a permis d'approcher un turnover en fait, estimé à 5% par an. Ce
qui fait qu'il y a une génération d'enseignants qui disparaît tous les 20 ans. Sachant que là, on a audité des salariés et des chefs d'entreprise. Il y a des salariés et des chefs d'entreprise qui sont dans le lot. Bien sûr, quand ils souhaitent se reconvertir ou se réorienter, enfin bien sûr, les raisons principales évoquées sont le niveau de rémunération à l'unanimité, le faible niveau de rémunération, la conjoncture, pas d'espoir de trouver une place, pas de renouvellement de contrat possible, et la réalité du métier, incompatibilité avec vie de famille notamment. Sur la partie employeur, en enquêtant les employeurs, aujourd'hui, on va dire la manière dont les activités, on va dire l'activité d'enseignement est délivrée sur les structures, c'est que dans 4 établissements sur 10, l'enseignant dirigeant est seul et ne fait appel à aucun renfort, même ponctuel, pour ses activités d'enseignement. Il se trouve que ce chiffre est a priori sûrement sous-estimé parce que dans mon échantillon, l'échantillon d'employeurs en fait n'est pas représentatif des centres équestres de la région. J'ai visé un certain nombre quand même de grosses structures qui avaient des choses à dire sur le métier d'enseignant, qui employaient des personnes. Donc du coup, comme la majorité des structures sont vraiment des toutes petites structures, je n'ai peut-être pas cette représentativité-là. Le fait est qu'une majorité d'enseignants dirigeants sont seuls. Certaines structures renforcent quand même leur équipe d'enseignants. Il y a 30 structures sur 81 qui renforcent. Et une notion qui est importante, parce que bon, je pense que ça va évoluer par rapport à ce statut-là, c'est que 18, donc aussi une majorité d'entre elles, ont recours à des auto-entrepreneurs. Sur ce graphique-là, vous avez la relation entre le besoin en main-d'œuvre exprimé par les employeurs et les nouveaux arrivés sur le marché du travail. Depuis 3 années, en Languedoc-Roussillon, il y a 120 diplômés BPGEPS qui sortent par an. Et en questionnant les employeurs et en extrapolant en fait, le besoin en recrutement à l'échelle régionale, on arrive à un besoin en main-d'œuvre de 45 enseignants. Alors, il y a aussi un bémol quand même sur ce graphique, c'est que je n'ai pas réussi à avoir de manière claire la part des stagiaires qui sont aux côtés des employeurs en fait, sur leur structure. Sachant qu'à mon avis, si on enlève les stagiaires, enfin, ça permet de réduire, je pense, le gap dans le sens où ils doivent être un certain nombre à aider quand même les employeurs sur leur structure à réaliser cette activité d'enseignement. Donc ça donne un ordre de grandeur, mais c'est à prendre avec des pincettes. En ce qui concerne l'adéquation emploi-formation et les contenus délivrés sur le territoire. Les 3 types de publics ont été audités, les diplômés, les employeurs et les organismes de formation. Donc, bon, ça objective ce qu'on entend au quotidien. Il y a un tiers des diplômés qui qualifient leur formation de très complète et les 2 tiers restants sont beaucoup plus critiques. En ce qui concerne le niveau technique équestre, le suivi du tutorat, la connaissance du cheval et les éléments apportés en matière de pédagogie. Les employeurs sont les plus insatisfaits, on va dire, de la qualité des formations délivrées. Évidemment par rapport au niveau technique équestre, mais ce qui a été très frappant, c'est qu'ils m'ont beaucoup fait remonter la notion de non-professionnalisme des personnes qu'ils accueillaient sur leur structure, dans le sens où le sens de la clientèle était vraiment à parfaire, le travail bien fait, la ponctualité, c'était des choses qui, enfin, la tenue vestimentaire, tous ces éléments de tenue en fait et de respect et d'exemplarité au sein d'une structure employeur qui a été redondante au fur et à mesure des études, des entretiens. Au niveau des organismes de formation, ils sont conscients des atouts et limites de leur formation, les parcours sont déjà denses. Les liens avec l'entreprise sont à renforcer, ils accueillent des profils qui ne sont pas toujours adaptés. La mise en place de certaines formations, et je pense notamment à certaines spécialités, sont coûteuses et les employeurs sont aussi très exigeants.
la formation professionnelle continue a aussi fait l'objet d'échanges avec ses cibles. Il semble que la moitié des enseignants pensent qu'une formation complémentaire leur serait utile aujourd'hui dans leur emploi actuel. Formation cours technique, mais également des diplômes supérieurs d'entraîneurs ou un certificat de spécialisation sur l'éducation et le travail du jeune cheval. C'est des éléments qui aujourd'hui pourraient vraiment parfaire, on va dire, leurs compétences. Par rapport aux employeurs, la moitié d'entre eux n'ont pas recours à la formation professionnelle continue pour eux ni pour leurs salariés. L'autre moitié, en revanche, suit des formations techniques, donc organisées souvent par les comités régionaux d'équitation qui ont été cités ou par des organismes privés, ou liées à l'acquisition d'un permis, remorque, poids lourd ou captave. Alors là, bon, ce sont des pistes d'amélioration. Donc l'objectif de ces propositions, c'est vraiment d'ouvrir des pistes et de nourrir en fait la réflexion sur les améliorations possibles. La première partie, c'est sur l'appareil de formation en Languedoc-Roussillon. Les deux parties du milieu, c'est sur la formation en elle-même et après, c'est sur l'insertion des diplômés. Dans les grandes lignes, c'est vrai que par rapport aux signes, vu le contexte de très vive concurrence entre les structures, parce que ça a été un leitmotiv par rapport aux enquêtes que j'ai eues. Le métier d'enseignant, c'était intéressant, mais c'était surtout les problèmes conjoncturels qui revenaient. Donc je ne l'ai pas mis là, mais c'est vraiment très fort, très marqué. Donc la très vive concurrence entre les structures, la conjoncture économique difficile avec tout ce qui est maintenant nouveau rythme scolaire et augmentation de la TVA, baisse du nombre de licenciés. La saturation du marché du travail, les gens sont obligés quand même de bouger pour trouver du travail dans des conditions qu'ils estiment satisfaisantes. Le recours de plus en plus important à l'auto-entrepreneuriat, qui fait un peu écho quand même à une certaine précarisation de l'emploi. Ça, ce sont des éléments qu'il faut que les financeurs des formations, type conseil régional, organismes de formation aussi, et même jeunes qui souhaitent se lancer dans la filière, aient bien en compte, aient bien en mémoire. Sachant que les directions régionales jeunesse et sport ne sont pas, elles, habilitées à dire si oui ou non on va habiliter une formation ou pas à qualité égale. En fait, ils ne peuvent pas refuser. Donc c'est vraiment la libre entreprise, quoi. Un organisme de formation qui propose les mêmes conditions que celui d'à côté, il pourra, lui, ouvrir sa formation et proposer des actions. Donc du coup, c'est des éléments de contexte qu'il faut que le territoire ait en tête pour essayer d'équilibrer peut-être un peu mieux l'afflux de diplômés sur le territoire. Par rapport à la formation en elle-même, sur le niveau à l'entrée des formations, c'est vrai que c'est toujours compliqué dans le sens où on a un équilibre financier à tenir par les organismes de formation, mais les personnes n'ayant pas le niveau, essayer de les orienter plutôt sur des préqualifications, essayer d'identifier plutôt au niveau des tests de sélection des profils qui connaissent bien la réalité du métier, pour éviter des échecs à venir. Ça, c'est peut-être aussi une piste. Par rapport au niveau pendant la formation, le fait de proposer des parcours sur 2 ans à des personnes qui sont peut-être motivées, mais plus éloignées d'une certaine réalité de l'emploi, pourrait être une piste pour essayer d'éviter les échecs à venir. Il y a on voit quand même par rapport au phénomène d'installation qu'il serait quand même vraiment intéressant de renforcer certains contenus, notamment en ce qui concerne la sensibilisation à l'installation, donc parler de la conjoncture en région et des démarches, en fait, de la difficulté de certaines démarches qu'ils sont susceptibles de rencontrer, faire un module spécifique qui pourrait prévenir, du moins leur faire toucher du doigt par des témoignages éventuels aussi des difficultés dans lesquelles ils peuvent se retrouver à l'avenir. Sensibiliser aussi aux bénéfices d'une poursuite d'études. Si on se forme à un DE, si on se forme à une licence, on a peut-être aussi une qualité d'enseignement derrière qui est plus reconnue. Ça permet de cibler telle ou telle clientèle. Donc ça permet aussi peut-être d'assurer un parcours professionnel derrière. Et enfin, il y en a d'autres, je ne vous les cite pas toutes, mais par rapport à l'insertion des diplômés,
il se trouve que tous les éléments de formation professionnelle continue, essayer d'être plus représentés au niveau des organismes collecteurs agréés, Vivea, Fafsea, pour justement permettre des absences sur les structures, même sur des périodes courtes. Maintenant, il y a des organismes de formation qui adaptent quand même vraiment les parcours par rapport à des personnes qui sont en activité. Et au niveau de l'insertion des diplômés, j'ai vraiment eu un retour un appel à l'aide, on va dire, pour soutenir les structures qui jouent le jeu et augmenter les contrôles pour que la concurrence, qui est vraiment qui fait que tout le monde meurt un peu à petit feu, puisse être limitée au maximum. Voilà pour les pistes. Il y en a d'autres, mais c'est les principales, on va dire, dont je vous fais part ici. Merci, voilà.